on va parler, donc on va profiter, parce qu'il y a eu une petite actu là-dessus, de l'utilisation des objectifs à décentrement bascule dans la photo d'une règle générale et dans quel domaine on va plus les utiliser. Globalement, les règles, en fait, il y a 2-3 points à avoir à l'esprit. C'est qu'en fait, quand on travaille avec un appareil photo traditionnel, dès qu'on va se pencher vers le bas, vers le haut ou se mettre en biais par rapport à un sujet, on va avoir des problèmes de restitution de la perspective ou de la netteté, ou des plans de netteté plus exactement. L'utilisation de ce genre d'objectif, ça vient du monde de la chambre, tout simplement. Vous en avez une derrière moi, si on arrive à avoir une caméra qui nous la montre. Hop, allez, régie, voilà, elle est là, c'est la bête. J'espère qu'elle n'est pas si... Non, voilà. Hop, c'est du live, voilà, ça, une bonne vieille Cinard des familles. C'est ça, oui, c'est une Cinard, a priori. Et il faut. Donc l'intérêt, en fait, si vous voulez, c'est que c'est un objet. Vous avez un corps avant, vous avez un corps arrière, vous avez un soufflet entre les deux, et chaque partie, la partie qui porte l'objectif et la partie qui porte le capteur, qu'il soit numérique ou argentique, peu importe, sont mobiles. C'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer verticalement, se désaxer l'un par rapport à l'autre dans tous les sens. L'intérêt, c'est que ça va nous permettre de restituer visuellement quelque chose qui, à l'œil, semble être juste, alors que d'un point de vue retransmission optique initiale, ça ne le sera pas. Donc ça, c'est le premier point. Et aujourd'hui, la chambre est beaucoup moins utilisée que par le passé, mais dans certains secteurs de la photographie pro, je pense à l'architecture et aux produits, l'objet, haut de gamme, ça reste l'outil numéro 1. C'est un marché de niche, on est à 0,03% de la population des photographes, mais ça reste un outil indispensable. Ça reste un outil indispensable notamment pour une raison, c'est la restitution de la perspective qui est liée à la focale. En 24-36, ce que le marché utilise majoritairement. Si je veux restituer un espace qui est assez vaste, je vais devoir prendre un objectif grand angle, large, ok, super, sauf que la perspective est très allongée. Donc admettons, pour ceux qui ont ça à l'esprit, si je fais l'intérieur d'une église au 24 mm, grosso modo, la sensation de l'espace a été multipliée par 2. Mon église sera 2 fois plus grande qu'en réalité. Alors que si je prends une chambre, pour avoir le même champ embrassé, on parle bien d'angle perçu, du fait que j'ai une surface de capture plus importante, je vais avoir besoin d'une focale plus longue. Grosso modo, entre 3 à 3,5 de plus, en fonction de si on prend la diagonale ou le champ horizontal. Voilà. Bon, donc grosso modo, pour faire cet équivalent de 24 mm, je vais prendre un 75. 75. Voilà. Et forcément, j'aurai toujours le même champ perçu, donc j'aurai bien toujours la même chose sur mon image. Par contre, l'étagement de la perspective sera celui du 75 qui sera beaucoup plus réaliste. Donc c'est pour ça qu'en architecture haut de gamme, les architectes ne veulent pas entendre parler du numérique et du 24-36. Pour eux, c'est une aberration en termes de perspective. Devant moi, d'ailleurs, vous avez tout un tas d'objectifs qui sont ceux que j'utilise. Donc aujourd'hui, comment on peut travailler la perspective, que ce soit en archi ou en objet? Toujours travailler à la chambre, si vous avez les clients pour. Vous avez des chambres mixtes, sur lesquelles on peut monter des capteurs, qui sont généralement un petit peu plus petites, ce qui est le cas de celle qui est derrière moi, où vous avez, on va rester dans cette catégorie-là, vous avez donc la chambre monorail qui est ici, donc avec 2 corps indépendants. Vous avez les chambres dites folding qui se replient sur elles-mêmes, qui ont moins de mouvement pour des raisons de compacité de transport, qui vont permettre de faire on va plutôt les utiliser majoritairement à faire du paysage et du portrait, et ce sont des outils absolument
fantastique. Pardon. Et vous avez un espèce d'intermédiaire qui sont les pliantes, en bois notamment, qui sont un peu à mi-chemin entre les deux, qui ont un peu plus de mouvement que la folding pure. Et les Toyo qui sont entre les deux. Ouais, il y a les Toyo, il y a les Chamonix, il y a les Cambo, enfin il y a pas mal de marques. Pour ceux que ça intéresse, pour débuter, vous avez les anglaises de chez Intrepid Camera qui sont très très bien. Bon, c'est très light, mais vous pouvez commencer avec un appareil qui vaut 350 €. Donc c'est quand même pas mal. Ils ont monté les prix. Ah oui. Bon, 400, allez, 450. Bon, bref, moins qu'un hybride entrée de gamme à la Fnac, de toute façon. Donc ça reste des engins fantastiques. J'en étais sur les types de champs, et on peut effectivement, dans les typologies d'utilisation, monter des dos numériques sur les chambres argentiques. Là-dessus, il n'y a pas de problème, vous avez des plaques d'adaptation. À noter quand même que si on part d'un système traditionnel argentique pour monter un dos numérique dessus, les optiques n'ont pas été calculées pour. Donc, on n'est quand même pas avec la même souplesse d'utilisation que permettrait cet objet utilisé en argentique. Voilà. Donc, c'est pour ça que se sont développées ces 20 dernières années des optiques qui permettait de retrouver une partie de ces mouvements à l'utilisation en usage d'abord des réflexes et puis aujourd'hui des hybrides. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, la solution a été celle que je vais vous montrer là, c'est-à-dire d'utiliser une optique initialement prévue pour le 24-36. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai choisi de prendre des optiques Canon. Vous en avez aussi chez Nikon. Alors pourquoi personnellement j'ai pris du Canon en travaillant sur l'hybride, c'est que j'ai un hybride moyen format, et que la bague, la monture d'origine étant d'un diamètre plus important sur les Canon que sur les Nikon, j'avais moins de problèmes de cercle d'image. Même voilà. Avec la série Z? Alors la série Z, tu n'as pas d'optique à décentrement. Ah oui. Alors, je parle d'optique vraiment dédiée à la base pour le 24-36. Voilà, donc ça a été, pas été le seul élément qui m'a fait choisir les Canon par rapport au Nikon, mais ça a été le principal. Et honnêtement, ça marche déjà très bien. Bon, sauf que le capteur les optiques étant prévues pour un capteur 24-36, forcément sur un capteur de moyen format, à un moment ou un autre, ça coince un peu aux entournures. C'est-à-dire qu'en fait, sur les premières générations, globalement, j'ai 8-10 mm de décentrement qui sont possibles, alors que là, on a maintenant les optiques de chez Fuji. Attends qu'on les voit, voilà. Donc là, vous avez le 110. Bon, alors, vous pouvez être content, c'est le seul exemplaire qui existe en France. Hein. Il ne sortira qu'au mois de décembre. Autant dire que je n'ai pas le droit de le casser. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec dans la vraie vie, rapidement. Comme ça, après, on va pouvoir discuter photo. Et ça va être bien. Alors, je vais récupérer l'ordinateur. Je vais me mettre sur Capture One. Je vous ai préparé un petit truc vite fait. Pas trop mal fait, j'espère. Voilà. Hop. Impec. Voilà. Alors, globalement, pardon. Je vais déjà vous montrer un petit peu, en gros, ce que je produis avec ce type d'optique. Donc, il y a l'aspect un petit peu traditionnel en architecture. Donc, je vous fais un petit panorama rapide pendant ce temps-là. Hop, on enlève ça, ça ne sert à rien. Donc, voilà, ce sont des photos. On est vraiment dans le très très classique de l'architecture, où le besoin initial est tout simple, c'est de montrer, si possible, les volumes et les perspectives de manière correcte et réaliste. Et c'est là où le bas blessait un petit peu dans l'utilisation des optiques 24-36, c'est que un 24 mm ou pire un 17, ça exagère vachement les perspectives. Donc c'est pour ça que, à titre personnel, beaucoup des images que je vous présente en fait sont faites au 45, qui propose une perspective qui est un petit peu plus proche de ce que nous percevons. Voilà. C'est vrai, voilà, là typiquement, quand on a ce genre de bâtiment,
Pourtant, je suis au 45, le truc est tellement grand que si je fais ça au 24, vous avez l'impression que le fond du bâtiment, il est à 2 km. Donc, voilà, donc, dans les intérieurs, enfin voilà, ça vous donne un petit peu le topo. Alors, globalement, ce qui va se passer, c'est que ces objectifs-là, je vous ai fait une petite série aujourd'hui avant de venir pour qu'on comprenne un petit peu, c'est que si je fais une première image, en gardant les verticales, forcément, je n'ai pas le haut du bâtiment. Donc en fait, ce qui va se passer, hop, voilà, c'est qu'en fait, en décentrant, si je peux avoir un petit retour caméra, un petit retour caméra, ça a figé. Alors là, c'est Zoom qui a figé, maintenant c'est la régie qui a figé. Tout fige ce soir. Alors où est-ce que je suis? Je suis là, voilà. En fait, ce qui va se passer, je vous montre comme ça, voilà. Clac, vous voyez que j'ai une petite molette qui me permet de modifier l'axe de mon objectif. En gros, ça équivaut, si je dois simplifier, en fait, j'ai pris une échelle et je suis monté de 2 étages. Voilà, alors que je n'ai pas à bouger. Et c'est ce qui va me permettre de garder ma perspective. Et ça marche dans tous les sens. Ça, je vous reviens dessus après, en biais, etc. Alors, on a des outils en post-production qui... Hop, je reviens sur cette photo-là juste après. Voilà, donc pareil, niveau 0, décentré vers le haut. Ça marche aussi, dans certains cas, cette première image, là, il a fallu, parce que le bâtiment est quand même haut, il a fallu que je lève le nez. Donc j'ai donné de l'angle à mon objectif. Donc forcément, mes perspectives partent. Vous voyez que mes verticales ne le sont plus. Et la photo suivante, c'est la même avec la correction de perspective faite dans Capture One. Et donc, on va dire que la perspective, la correction reste assez légère. À comparer avec la photo suivante, qui est la même, mais cette fois-ci non décentrée. Je vais vous les montrer côte à côte, pour que vous puissiez bien comprendre la différence. Vous voyez qu'il y a déjà un écart, alors que je suis vraiment au même endroit. Et le résultat sur les 2 images avec correction, en post-prod, ça vous donne ça. Et donc vous voyez que l'image de droite, la proportion n'est plus la bonne, en fait. Celle de gauche est à peu près correcte, dans l'absolu elle est déjà un poil faussée, mais celle de droite, alors côte à côte, ça se voit. Dans l'absolu, je vous la mets toute seule. Ouais, on va être honnête, il n'y a pas grand monde qui va réussir à le voir. Voilà, alors, j'en profite pour vous montrer rapidement l'outil dont on peut se servir pour faire ça. Hop, T, F, voilà, clac. Ça, j'en ai pas besoin. Alors, vu que c'est pas mon ordi, il va falloir que je le retrouve. Il va être par là. Voilà. J'ai ici différents outils. Vous voyez, j'ai mis mes curseurs qui permettent de me caler sur les lignes que je sais être verticales. Voilà, donc là, bon, jusqu'ici, c'est quelque chose d'assez connu. On est plutôt bien. Par contre, ce côté un petit peu étiré, on va le corriger avec le curseur aspect. Alors je vais le tirer très très fortement pour que, voilà, vous voyez. Donc en fait c'est cet outil-là qui va vous permettre, en fonction du sens dans lequel vous shootez, de retrouver le volume initial. Bon, alors généralement on y va mollo quand même, hein. C'est de l'ordre de entre 1 à 3 points grand max. 3 points, c'est parce que vous avez tiré, ouais, vous avez tiré comme un cochon avec un 17, quoi. Mais très souvent c'est de l'ordre de 1, 1,5, quoi, vraiment pas plus. Mais voilà, ça vous permet de lutter contre cet étirement-là. Voilà, donc ça c'est vraiment l'usage qu'on va avoir plutôt des grands angles sur la perspective, etc. Il y a un autre intérêt, donc ça existe soit en accessoire, soit là c'est d'origine sur le 30 mm qui est... tiens, si tu peux me le choper, ce serait cool. Non, il est sur le boîtier. Toc, toc, voilà. C'est si vous souhaitez faire de l'assemblage. Si on souhaite faire de l'assemblage, en fait,
je peux faire un décentrement avant, et puis, bon, on va mettre le tout. Et ensuite, je vais assembler mes photos. En fait, ce qui va être intéressant, voilà, on va montrer ça à la caméra. C'est que, hop, si je fais le profil, ça va être un peu plus visible comme ça, c'est qu'en fait, avec le collier du pied, quand je vais faire un décentrement, est-ce que je suis dans le bon sens? Voilà, clac. En fait, je vais promener mon boîtier dans mon cercle image. Je vais le mettre face à vous pour que vous compreniez bien. Voilà, toc. Vous voyez, c'est mon boîtier qui bouge, pas mon optique. Donc en fait, je vais faire des clichés dans la même image. Donc au moment où je vais vouloir rassembler, ben, c'est aucun problème. Ce sont 2 extraits ou 3 extraits de la même image envoyée par mon objectif. Alors que si je fais l'inverse, hop, on va le faire vite fait. On va rester dans le même axe. Voilà. Bon, évidemment, il faut que ça change, sinon c'est pas drôle. Clac, clac, clac. Vous voyez qu'en fait, ce que je vais projeter sur mon capteur qui ne bouge pas, ce sont 2 images différentes. Donc au moment de l'assemblage, en fait, j'en ai une qui est projetée à gauche, une qui est projetée à droite, et au moment de l'assemblage, ça peut poser problème. Voilà. Donc c'est le gros intérêt d'avoir mis un collier de pied là-dessus, c'est le gros intérêt d'avoir des accessoires pour des optiques d'origine diverses, et ça nous permet d'assembler très facilement une image de ce type. Bon, là, il faut qu'elle monte parce qu'elle fait quand même, pour le coup, 180 mégas, la bestiole. Il y a 0 problème de raccord. On peut le faire avec une chambre grand format. Oui, on peut le faire avec une chambre grand format. Bah, en fait, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on retrouve le décentrement de corps arrière. Accessoirement, pour ceux qui aiment bien avoir du modelé, bah, votre image ne fait plus physiquement, si vous faites du 24-36, enfin là du 33 par 44, fait plus 33 par 44, mais elle fait 44 dans un sens et 63 dans l'autre. Donc vous êtes sur un vrai, physiquement, un fichier qui a une vraie surface de 4 cm et demi par 6, ce qui vous offre autant de modelés, autant de détails, plus que si vous aviez pris un objectif plus grand angle pour faire la même image et que vous auriez recadré après. Voilà, donc ça c'est pour faire ça. Et je finis rapidement avec l'intérêt d'utiliser ça sur du produit. Donc là, pareil, c'est de l'exclu. Donc j'ai utilisé le 110 pour produire cette campagne pour Renault classique il y a quelques jours. Et en fait, donc pourquoi utiliser ça? C'est qu'en premier, j'ai placé le boîtier pour avoir la perspective sur le capot, donc une façon de restituer le volume. Le décentrement m'a permis de caler l'élément haut et l'élément bas dans la composition par rapport au brief qui m'était donné. Et la bascule m'a permis de tout simplement faire, parce que je suis de biais, d'avoir un plan de netteté qui accompagne la calandre, ce qui fait que je sois à gauche ou à droite de mon image, j'ai bien la même netteté partout. Ça s'appelle la règle de Schoenflug. Voilà, c'est la bonne vieille règle de Schoenflug. Donc, tiens, je viens le bouquin. Pour ceux qui veulent se remettre dans les clous pour apprendre un truc ou deux qui ait vraiment du sens en photo, si vous avez réussi à le retrouver, la chambre grand format, le manuel d'utilisation Sinar, c'est une des bibles. Vous avez la photographie au grand format fait par, il faudra qu'on remette la... Oui, c'est le Canadien. Là. Bon, bref, on mettra la référence sur le site. Ce sont des bibles. Alors bon, c'est autre chose que le tuto YouTube, hein, mais ça va vous servir. Voilà. Donc je vous ferai un petit article un petit peu plus fourni qu'on mettra sur le site dans les jours qui viennent. Si vous voulez les essayer par vous-même dans une quinzaine de jours, je fais un workshop au Salon de la photo spécifiquement là-dessus.